Mais en réalité, Nous allons apporter des réponses et éclairer les choix. L'absence de solution politique en file indienne, les ambulances des pompiers stationnent devant l'entrée des urgences. Un fait que dix heures ce matin dans le centre d'Istanbul. Des attentats de ce matin mettront sans aucun doute possible. Pour quelle raison est-il légitime, est-il possible de parler d'un ennemi commun, un grand nombre Occupation and colonialism L'occupation et le colonialisme sont les ennemis des des nations et des civilisations. It uses force, C'est employer la force contre la volonté, free will la liberté des citoyens et des nations. nations. It can cause killings, Cela confiscation of aboutit land, au meurtre, barring à la from confiscation free des terres, à entraver la libre circulation et à rendre la vie normale to have an impossible. ordinary life. Aujourd'hui encore, les services de sécurité israéliens ont dû faire Reçu cet après-midi. Passion de 600 000 liquidateurs iraniens. L'autre côté de la frontière, c'est l'Éthiopie. On assiste à un déclin du droit international. Il ne reste qu'une seule superpuissance. Quel qu'il soit, ces agissements sont justifiés après coup pour devenir loi. On voit ça avec l'invasion de l'Irak sans l'accord préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans des circonstances où il est évident que le Conseil de sécurité n'aurait pas donné son consentement. La politique états-unienne, basée sur le désir de voir soumis le monde entier aux intérêts des États-Unis, a mené à une crise générale du système pour l'ensemble de l'humanité. Cela se voit à différents niveaux, spirituels, philosophiques, et même dans la façon de concevoir la vie. Je pense que l'ennemi de la société moderne est le grand changement dans la manière de penser qui guide le comportement de certains groupes de personnes ou d'organisations et même malheureusement de certains États. Cette pensée dévoyée, erronée, qui aspire plus à réaliser des intérêts personnels au détriment de ceux de la société et des peuples, est selon moi le vrai ennemi. C'est pourquoi cet ennemi est intérieur aussi bien qu'extérieur. Je ne suis pas sûr que le terme d'ennemi fasse progresser la discussion. Par contre, il y a bien un danger auquel nous devons tous faire face. Et il est possible qu'un État que l'on pourrait qualifier d'ennemi, en fait, se trouve dans une population dans une situation où sa propre population est elle-même en danger. Il y a aujourd'hui un groupe qui manie à son avantage la politique des États-Unis et d'Israël. Et ce groupe conduit une politique unipolaire qui se fait au détriment du reste du monde. Ça, c'est clair.
I think that the use of enemies has been Je pense que l'utilisation d'ennemis potentiels est une manière de créer des distractions politiques pour susciter un sentiment de peur aux États-Unis. C'est le caractère amorphe du terrorisme. Le terrorisme est partout et nulle part. Cela crée une énorme paranoïa parmi la population et facilite la mainmise quasi dictatoriale du pouvoir présidentiel. Nous sommes heureux en Allemagne de n'avoir autour de nous que des amis. Mais nous sommes inquiets de constater qu'immédiatement après l'effondrement de la confrontation entre les blocs Est et Ouest, un nouvel ennemi encore plus redoutable a été trouvé, selon les termes définis par la politique états-unienne, le terrorisme islamiste. Je pense que cette construction de l'ennemi est surfaite. Si nous faisions en sorte que tous les services secrets, et en particulier ceux du pays le plus puissant, arrêtent de financer le terrorisme, ou plutôt les agents au sein du terrorisme, alors le terrorisme s'effondrerait. Nous vivons actuellement cette situation dans laquelle les États-Unis, ayant à leur disposition d'immenses pouvoirs sans aucun adversaire réel, s'en vont à la conquête des ressources de la planète en se les appropriant et en soumettant les nations. L'une des intentions probables de l'actuel gouvernement des États-Unis est d'utiliser la confrontation entre cultures. Mais ceci n'est pas dans la nature des peuples, et moins encore dans la nature des peuples du tiers-monde, entre lesquels n'existe aucun choc de civilisation. Par contre, il existe des contradictions entre le sud de la planète, un sud géographique et économique, sa réalité et le nord développé. Nous n'acceptons pas cet euphémisme qui veut éclipser, avec une fausse contradiction, les vraies contradictions de la planète, comme la distribution ou la profonde injustice sociale. Dans cette globalisation, 2/3 de la population de la planète sont exclus des bénéfices de la consommation et des technologies. C'est le problème de la propriété de la Terre. On ne peut le dissimuler ni le subordonner à aucun prétendu choc des cultures, fabriqué par les forces du capitalisme concentré. C'est l'histoire du berger qui crie « Au loup, au loup ! Terreur, terreur !» Mais rien n'arrive. Nous avons une guerre contre les armes de destruction massive. Mais il n'y a pas d'armes de destruction massive. Nous ne sommes pas menacés. La population commence à perdre cette crainte et le gouvernement s'affaiblit. Le risque, c'est que l'affaiblissement du gouvernement Bush peut conduire celui-ci à lancer une opération qui ravive cette peur afin de maintenir son pouvoir. C'est le problème.
Est-ce qu'il y a une singularité dans cet aspect du pouvoir à l'heure actuelle? Cette invention, toute cette idée du choc des civilisations qui, pratiquement, place l'islam dans la position d'ennemi de la civilisation occidentale, est une idée médiévale. Cela ramène à l'époque des croisades, de la reconquête espagnole. C'est fou, et cela n'a rien à voir avec l'époque actuelle. C'est un retour à des attitudes moyenâgeuses. Et bien sûr, selon la droite israélienne, c'est dans l'intérêt d'Israël. À mes yeux, c'est contraire aux intérêts d'Israël. Mais l'idéologie du gouvernement israélien est très proche de cette idée, parce qu'elle sert ses intérêts. Si vous détruisez l'Irak, c'est un danger de moins pour Israël. Si vous détruisez la Syrie, c'est un danger de moins. Si vous détruisez l'Iran, c'est une aide énorme apportée à l'Israël, car l'Iran, demain, peut se procurer l'arme atomique et c'est un danger pour Israël. Ainsi, dans ce type de relation, vous ne savez jamais s'il s'agit d'idéologie, d'aide à Israël, aux États-Unis, ou les deux à la fois. Nous ne reculerons pas, nous ne fléchirons pas et n'accepterons jamais rien d'autre que la victoire totale. Lancé cette semaine d'un centre spatial russe, Eros B, le nouveau satellite espion israélien n'aura donc pratiquement qu'une mission, surveiller l'Iran, détecter le moindre changement visible sur ses sites nucléaires. Depuis de longs mois déjà, une batterie de missiles antimissiles est en alerte permanente et des avions de chasse à long rayon d'action s'entraînent quotidiennement pour éventuellement aller frapper l'Iran. Le Liban, à l'instar des autres pays arabes, considère Israël comme son seul ennemi, car l'État d'Israël est fondé sur la violation d'un territoire arabe. Les Israéliens ont chassé le peuple palestinien, dont la majorité vit actuellement dans des camps de réfugiés. Il y a des centaines de milliers, des millions même, de Palestiniens réfugiés depuis des générations. Depuis 1948, après la fondation de l'État d'Israël. حياة امتحان واللي بيمتحنك معطيك امتحان اللي زيه ولا مرة كان واحنا بنسقط بننزل بننادي بعض وين يا وردة قد ما بندبل. 1948, c'est pour les Arabes de Palestine la Nakba, la catastrophe. L'État d'Israël qui proclame son indépendance est un État pour les Juifs. Ses dirigeants veulent la terre, mais pas ses habitants. Les Arabes fuient par peur des massacres ou sont chassés par l'armée israélienne. Presque 800 000 Palestiniens quittent leur pays pour la Jordanie, le Liban, l'Égypte ou la Syrie. Ils ne sont que 150 000 à rester à l'intérieur du nouvel État. Jusqu'en 1965, ils vivront sous un gouvernorat militaire qui surveillera et limitera leurs déplacements. Mais ils ont la citoyenneté avec une mention supplémentaire. Arabe. Un truc qu'on n'apprécie pas suffisamment dans l'analyse des guerres, parce qu'il y a une pensée, surtout à gauche, sur l'influence d'un certain marxisme, avoir des pensées, si tu veux, économistes, de voir toujours, bon, tout ça c'est une question d'eau, de pétrole, de territoire, de tout ça, de ne pas comprendre la dimension symbolique du conflit. La dimension symbolique, c'est que l'humanité des Palestiniens à ce moment-là a été niée, et par extension, l'humanité de tous les gens qui ont pris leur parti au cours du temps. Parce qu'en 1948, ils étaient quand même relativement isolés. Maintenant, le conflit, il s'étend à tout le monde musulman. Quand il y a eu la guerre du Liban, au Bangladesh, il y a un pont qui a été inauguré, on l'a appelé Hezbollah. Donc je veux dire, l'identification se porte à des endroits
qui probablement en 1948 ne se préoccupaient pas tellement de ça. Moi j'ai été au Mali, j'étais un peu étonné parce que la situation au Mali n'est vraiment pas rose, de voir un monument de solidarité du peuple malien avec le peuple palestinien. Donc je veux dire, ces gens-là ne sont pas à côté d'Israël, Israël leur a rien fait, mais il y a cette solidarité qui est liée au fait qu'ils considèrent ça comme une oppression coloniale, une oppression raciste, et c'est un peu comme l'Afrique du Sud. C'est pas que la situation est exactement la même, mais l'Afrique du Sud, ça a irrité les Noirs dans le monde entier, parce qu'on disait vous êtes pas égaux, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes inférieurs. Séparation, c'est un mot. Ça veut dire apartheid en Afrique du Sud. Celui qui parle d'apartheid, c'est Meron Benvenisti, l'ancien maire adjoint de Jérusalem. C'est quoi la séparation? Une séparation dans quelles conditions? Dans des conditions d'égalité? C'est fantastique. Mais si la séparation veut dire que je vais parquer l'autre dans une réserve d'Indiens, avec une clôture autour, alors la séparation, ça signifie la prison. Des blocs de béton pour stopper la violence. Sur 5 km de long et 3 mètres de haut, un mur se dresse désormais pour séparer le quartier sunnite d'Adamia du reste de cette zone chiite de la capitale. Ils disent aux gens d'Adamia que c'est pour les protéger des chiites de Sad City et vice-versa. Mais ce sont les Américains qui sont à l'origine des violences confessionnelles. Ce mur est présenté par les forces américaines comme la pièce centrale du nouveau plan de sécurité du général Petrus. Supposons, on met un mur. Supposons, dans ces perspectives maladives, à mon avis, perverses, de croire que créer un mur entre eux et nous va nous protéger. Mais alors où on va mettre le 1 100 000 Palestiniens qui font 20% de la population israélienne, qui sont israéliens? On va aussi faire un mur entre eux et nous? Et après, qui c'est qu'on va encore emmurer? Les Juifs qui ne sont pas 100% juifs? Les Russes qui ne sont pas tous juifs? Les travailleurs immigrés? Mais c'est une philosophie perverse. La vie n'a plus de sens. Ce système d'occupation en Palestine a été soutenu politiquement, logistiquement et militairement par l'administration des États-Unis. C'est pourquoi cette administration est également responsable moralement, légalement et politiquement de la souffrance du peuple palestinien. Ils sont responsables. Qui a rencontré il y a quelques minutes Ariel Sharon, entrevue très importante. Le Premier ministre israélien espérait faire approuver. Quels sont les liens entre Israël et les États-Unis? Je crois que Charles de Gaulle a dit, ou peut-être est-ce Palmerston, que les nations n'ont pas d'amis, mais uniquement des intérêts. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe quelque chose qui va au-delà des intérêts. L'histoire officielle d'Israël est très proche de celle des États-Unis. La création des États-Unis s'est faite sur un génocide, la destruction des populations indiennes. Ensuite, ce fut l'esclavage. L'économie états-unienne a longtemps reposé sur l'esclavage et le pays a eu besoin d'une idéologie idéalisée pour garder un semblant de dignité. Est apparu alors le mythe du peuple choisi, venu d'Europe, dans un pays sauvage, habité par des sauvages. Et ces courageux pionniers transformèrent le pays
en paradis à partir de rien. C'est très similaire à ce qui s'est passé pour Israël. Nous n'avons pas commis de génocide et nous n'avons pas eu d'esclaves, mais nous avons déplacé le peuple palestinien. Et nous avons le mythe des Juifs persécutés, venus d'Europe, courageux et travaillant dur pour transformer un désert en paradis. C'est très similaire. Il y a des affinités basiques entre le mythe national états-unien et le mythe national israélien. Cela va bien au-delà des intérêts. C'est un lien très fort. Objectif, détruire les positions du Hezbollah au sud Liban. L'attaque contre le Liban était en réalité une attaque contre la Syrie, parce que le Hezbollah est très lié à la Syrie. Israël n'a pas remporté de victoire en quelques jours, comme l'on pouvait s'y attendre, en tout cas en Israël et aux États-Unis. Cette formidable armée israélienne contre une petite organisation comme le Hezbollah. Ce qui s'est alors passé est comparable à la situation de l'armée états-unienne en Irak, qui n'est pas adaptée au combat contre une guérilla. L'armée israélienne s'est retrouvée coincée. Le conflit a perduré et les États-Unis, soutenus par l'Europe, il faut s'en souvenir, et surtout par l'Allemagne, ont empêché le cessez-le-feu. Notre victoire était attendue jour après jour. Mais après 33 jours, ce qui pour nos guerres au Moyen-Orient est une longue guerre, il est devenu clair que nous n'allions pas gagner. C'est seulement alors que les États-Unis ont imposé un cessez-le-feu. C'est pourquoi on peut affirmer que toute cette aventure a été contrôlée par les États-Unis. Hormis Israël, je pense qu'aucun État dans le monde ne reçoit autant d'aide, surtout militaire, de la part des États-Unis. Ils nous fournissent tout l'armement disponible au monde. Cela a un prix. Cela avait un sens lorsque Israël était réellement en danger. Mais Israël n'est plus en danger, et je souhaiterais que nous recevions moins d'aide des États-Unis. Je ne pense pas qu'au final, cela soit bénéfique pour Israël. Des dirigeants politiques reçoivent de l'argent du lobby pro-israélien. En particulier, des organisations juives pour les campagnes électorales du Parti démocrate. 50% des fonds proviennent de riches donateurs juifs qui s'identifient à Israël. C'est un facteur clé. Sinon, comment expliquer le fait qu'Israël reçoive une aide qui dépasse l'aide accordée à toute l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine réunies, alors que le salaire annuel moyen israélien est de $20 000. On ne peut pas expliquer les concessions militaires et financières sans comprendre l'influence du lobby pro-israélien et de leurs politiciens au sein du gouvernement. C'est devenu un élément incontournable de la politique états-unienne au Moyen-Orient. Un exemple. Le FBI enquête sur un proche collaborateur de Donald Rumsfeld, soupçonné d'avoir transmis aux fidèles alliés des États-Unis des documents confidentiels portant sur l'Iran et sur l'Irak. De là à voir Israël influencer la politique étrangère américaine, il n'y a qu'un pas que plusieurs médias américains ont franchi. Gwenaëlle Lenoir.
Un espion dans la forteresse Pentagone. Selon le Washington Post, l'enquête porte sur un fonctionnaire travaillant avec le numéro 3 du Pentagone, Douglas Feith. Parmi les documents confidentiels livrés à Israël, les délibérations de la Maison-Blanche sur l'Iran. L'espion a également participé à l'élaboration de la politique sur l'Irak. Mise en cause aussi pour avoir servi d'intermédiaire, l'EPAC, groupe de pression pro-israélien très actif à Washington. Alors que l'on procède à l'arrestation d'espions, l'EPAC tient un congrès auquel ont assisté Hillary Clinton et les dirigeants du parti républicain, dont par exemple Condoleezza Rice. Pouvez-vous imaginer cela ailleurs dans le monde? Les leaders des deux partis opposés assistant ensemble à un congrès présidé par les deux personnes accusées d'espionnage? Mais la question du lobby est compliquée parce que il y a évidemment, ça ne peut pas marcher simplement parce que les gens, on ne peut pas imaginer simplement qu'ils payent des gens. D'accord, qu'ils payent les députés, les sénateurs, etc. Ça, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il y a beaucoup d'autres sources de financement. Et c'est vrai qu'ils contribuent aux campagnes électorales, c'est vrai qu'ils contribuent de façon sélective, c'est vrai qu'ils essayent de punir des gens comme Cynthia McKinney ou Paul Findlay, etc., qui dévient de la ligne du parti, et qu'ils vont soutenir leurs opposants, et que leurs opposants ont des chances de gagner. Mais ce serait très facile pour un opposant politique, un type qui est victime de ce genre de stratégie, de dire, mais mon adversaire est un valet d'un pays étranger, Israël. Si la France faisait ça, ben si la France se met à payer des campagnes électorales aux États-Unis pour avoir des gens favorables à la France au Congrès américain, ben les adversaires dénoncent tout de suite leurs adversaires comme étant des agents d'une puissance étrangère et les autres perdent. Mais faire ça, c'est impossible, parce qu'il y a l'autre, et c'est ça où le blocage apparaît, c'est que si on disait ça, on serait immédiatement accusé de conspirationnisme, d'antisémitisme, de je ne sais pas quels autres crimes. Et ça, évidemment, c'est le blocage où là, c'est vraiment l'autonomie de l'idéologie, pour parler en termes marxistes, qui joue, où là, c'est vraiment le blocage idéologique qui est malsain, à mon avis, et qui va finir par sauter, et peut-être de sauter de façon pas très jolie, mais qui est le blocage idéologique majeur aux États-Unis, c'est-à-dire que discuter sérieusement, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des États-Unis de soutenir Israël? C'est très difficile. Mearsheimer et Walsh l'ont fait, Carter l'a fait, donc il y a des crevasses qui se créent dans le mur, si on veut. Mais, comme dit Coburn, il faut avoir 75 ans, ne pas briguer de mandat électoral et avoir des moyens indépendants. Soros le fait. Soros fait ça. Soros, qui est juif, victime de la guerre et tout ça, il critique le lobby. Ce n'est pas seulement parce qu'Israël est complètement dépendant des États-Unis, mais c'est aussi parce qu'Israël on ne peut pas dire domine, c'est trop fort, mais Israël exerce une influence certaine aux États-Unis, à travers des lobbies pro-israéliens, non seulement juifs, mais aussi chrétiens et évangélistes. Ces derniers constituent un très puissant lobby. Aucun gouvernement, congrès, ni même la Maison-Blanche ne peut faire quoi que ce soit contre la vie d'Israël.
Les évangéliques, vous le savez, ce sont ces protestants qui croient à la véracité littérale de la Bible et qui vivent leur foi comme une renaissance. Ils sont quelques 40 millions aux États-Unis. Ils avaient appelé à voter massivement pour George Bush. Eh bien, ils souhaitent maintenant en être récompensés. Un électeur sur 2 du président est un de ces chrétiens fondamentalistes et ça donne à ce courant de la société américaine, une quarantaine de millions de personnes, un sacré pouvoir. Nous avons une influence maximale aujourd'hui. Je préfère le mot influence à celui de pouvoir, car nous ne pouvons réellement dire à Bush ce qu'il doit faire, mais il doit nous écouter. Cette idéologie chrétienne, c'est drôle car, à la base, c'est une idéologie antisémite. Que dit-elle ? Afin que le Christ puisse revenir, les Juifs doivent être rassemblés en Palestine. Si tous les Juifs retournent en Palestine, Jésus-Christ reviendra. Tous les Juifs devront alors se convertir au christianisme. Et ceux qui refusent seront détruits dans la bataille d'Armageddon. Armageddon existe en Israël. C'est Megiddo. Dire que les Juifs doivent se convertir au christianisme ou disparaître, c'est antisémite. Mais le gouvernement de droite d'Israël est très rationnel sur ce point. Ses dirigeants disent « Aussi longtemps que les évangélistes nous soutiennent aujourd'hui, cela nous suffit. » Cette communauté nous apporte un soutien considérable. Basé sur une idéologie, une théologie, ce qui fait que ce soutien ne s'arrêtera pas de sitôt. Un autre élément, ce sont les néoconservateurs qui, alors eux, plus à court terme, représentent un problème. Ils sont pour la plupart juifs, intellectuels, juifs, dont l'idéologie est proche de l'extrême droite. Et ils sont très liés à des éléments d'extrême droite en Israël. Je les appelle des néoconservateurs, les sionistes conservateurs. Ils sont très puissants au sein du gouvernement états-unien. Le numéro 2 et le numéro 3 du Pentagone ont été reconnus comme des sionistes fanatiques qui ont fourni des documents à l'État d'Israël. Dans les années 80, des gens comme Wolfowitz, Perl, Elliot Abrams, spécialiste du Moyen-Orient au Conseil de sécurité, Richard Perl, Rubin, Jonathan Pollack, William Cohen, tous se trouvaient à des postes extrêmement importants du gouvernement. Ce sont des militaristes civils avec une spécificité dans leur programme. Façonner le Moyen-Orient et des politiques visant l'expansion de la puissance d'Israël et la destruction de ses adversaires comme l'Irak, l'Iran, la Syrie. Ce n'est pas une coïncidence si ces pays sont fortement critiques d'Israël et soutiennent les Palestiniens. L'American Enterprise Institute est l'un des instituts politiques les plus influents auprès de George Bush. Danielle Pletka, sa directrice, raconte avec un enthousiasme débordant le voyage qu'elle vient d'effectuer à Bagdad. Il y a des femmes qui sortent le soir sans être accompagnées par des hommes, il y a des gens partout dans les rues, même en dehors des centres-villes. Les magasins sont ouverts partout, les restaurants sont ouverts partout. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit à la télé ou dans les journaux. Et moi, j'ai l'impression que les journalistes ne sont pas allés dans le même pays que moi. Danielle Pletka et les gens de l'AEI sont des néoconservateurs. Bien avant les attentats du 11 septembre, ils militaient déjà pour que les États-Unis interviennent militairement en Irak pour y installer un régime pro-américain. Le 11 septembre leur a servi de prétexte.
I'm very seriously worried about some of the attitudes that have been stoked by neoconservatives. Je suis très inquiet par l'attitude encouragée par les néoconservateurs et au-delà. Cela a été initialement utilisé comme excuse pour s'octroyer des ressources, et en particulier le pétrole. Mais je crois que cela va au-delà de l'islamophobie, qui prend des proportions inattendues. Ces idées sont reprises par les médias et la culture populaire aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. Et pour moi, elles sont dangereuses et font peur. Vous avez mis en lumière le rôle de la CIA dans l'organisation d'attentats, spécialement dans celui du 11 septembre 2001. La première question que l'on doit se poser est à qui profite le crime, à qui profite l'attentat terroriste? La chose intéressante, c'est que tous ces attentats dont nous sommes témoins portent préjudice au monde musulman et légitiment par la même occasion le soi-disant droit au programme d'action des États-Unis. Ce New American Century Project, défini par l'administration américaine, lui permet d'intervenir partout où elle veut. En règle générale, à côté des puits de pétrole où elle installe ses équipements militaires. Se pose de fait naturellement la question, qui était réellement derrière l'attentat du 11 septembre? Et là on découvre que les 19 musulmans ne pouvaient en aucun cas l'être, car ils ne savaient pas conduire des avions, que les tours ont implosé très vraisemblablement au moyen d'explosifs, que la propagande s'est mise en route immédiatement, c'est-à-dire quelques heures après l'attentat, contre Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, et ensuite contre l'Afghanistan et l'Irak, accusés de soutenir le terrorisme malgré les preuves du contraire. L'Irak n'a jamais soutenu le terrorisme. Ainsi, nous découvrons qu'une force inouïe est mise en œuvre pour exploiter cet événement afin de justifier le droit d'intervention contre le terrorisme partout dans le monde. Souvenez-vous que l'administration états-unienne a déclaré qu'elle est entrée dans une 4e guerre mondiale qui va probablement durer plus d'une génération. Nous pouvons constater qu'il s'agit d'un projet prévu sur le long terme, mené avec un sérieux imperturbable. Ceci est une menace pour nous tous. Un cataclysme qui va précipiter les États-Unis dans une guerre qui n'est à ce jour toujours pas terminée. J'ai travaillé dans plusieurs commissions du Parlement et dans l'année dernière, j'ai travaillé toute l'année sur la question de la commission sur les vols secrets de la CIA en Europe et des prisons secrètes. J'ai publié un livre, comme j'ai travaillé là-bas parce que j'étais membre de la commission d'enquête officielle du Parlement, commission spéciale temporaire qui a été formée spécifiquement pour étudier le travail de la CIA après l'11 de septembre. Et, il y avait beaucoup de députés qui ont vu les documents, qui ont lu les journaux et qui ont compris qu'il y avait une chose très grave, c'est-à-dire que l'Union européenne, en tant que telle, défend les droits humains. Et après, on découvre qu'à l'intérieur du territoire de l'Europe, avec la conscience du gouvernement européen et des services secrets européens, on a violé tous les fondamentaux des droits humains que l'Europe considère comme
sa bandière, comment on veut dire, son orgueil et même le moment de fondation. Selon le Washington Post, ces prisons secrètes appelées sites noirs auraient été mises sur pied par la CIA dans l'urgence après les attentats du 11 septembre pour pouvoir y interroger en toute tranquillité les prisonniers. La CIA reste muette aujourd'hui et la Maison-Blanche est très embarrassée. Stephen Hadley, le conseiller de George Bush pour la sécurité, n'a pas nié l'existence de telles prisons ultra secrètes. Il a même souligné que les détenus n'y étaient pas torturés. 15 000 suspects seraient actuellement détenus par les Américains à travers le monde dans des prisons hors la loi, au nom de la lutte antiterroriste. Soupçonnés d'activités terroristes, incarcérés depuis plus de 2 ans, privés d'avocats, les détenus de Guantanamo risquent la cour martiale. Depuis octobre 2001, les gens qui sont au pouvoir aux États-Unis ont fait avaliser par le Conseil Atlantique, donc avec l'autorisation des États membres de l'OTAN, ces opérations dans les pays européens. C'est-à-dire que nous avons collectivement renoncé à une part fondamentale de notre souveraineté, puisque notre code pénal, nos codes de procédure, les garanties que nous offrons aux justiciables, tout cela, nous l'avons abandonné dans les mains des États-Unis. Alors c'est évident que les services secrets de l'Europe entière sont, avec quelques exceptions, mais la plupart sont directement de dépendance de la CIA. Le service secret italien travaille pour la CIA, le service secret allemand travaille pour la CIA, tous les autres, et spécialement les services secrets de l'Europe de l'Est, de l'ancienne Europe de l'Est, de la Bulgarie, de la Roumanie, des pays baltes, de la Pologne évidemment. Ils travaillent. Ils n'ont pas même la possibilité de se défendre, parce que la CIA est capable d'être partout. Elle a une puissante organisation, est une alliée dans l'OTAN. Donc c'est évident que l'ordre vient de Washington, de Langley, et ils sont exécutés très fidèlement. Madame, monsieur, bonjour. Il était 7h30 ce matin à Madrid, heure d'affluence dans les transports en commun, lorsque dans la gare centrale et dans 2 autres gares de la banlieue, 4 engins explosifs ont semé la mort. Au dernier bilan, on vient de nous le préciser, 173 victimes et plusieurs centaines de blessés. Et quelques minutes après les attentats, tous les transports en commun de Londres ont été interrompus, les stations de métro évacuées, les quartiers concernés ont été bouclés par les forces de sécurité et la police a demandé à tous les habitants de la ville de rester à l'endroit où ils se trouvaient. Londres s'est peu à peu transformée en ville fantôme, quadrillée par les forces de sécurité qui redoutaient un nouvel attentat. Also, wir sind nicht im Krieg. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes en danger d'être bombardés par une guerre psychologique. Concernant l'attentat de Madrid, les explosifs ont été fournis par la police secrète et remis par un membre des services secrets espagnols. Nous avons recueilli des observations semblables à Londres et lors du 11 septembre, d'après lesquels, et selon une haute probabilité, ce sont des événements qui ont été manipulés. Si cela s'est passé comme je le soupçonne probable ou vraisemblable, le but serait de répandre en Europe la sensation que cela peut se produire à chaque moment, toucher chaque personne, et ainsi faire paniquer la population de sorte qu'elle choisisse des dirigeants qui soutiennent cette politique états-unienne et véhiculent le message « Nous ne pouvons lutter efficacement contre le terrorisme que si nous sommes du côté des États-Unis ». Le principal problème des conspirations, c'est que c'est très rassurant. Et c'est encore ce mythe de la supériorité de l'Occident qui est caché là derrière. Parce qu'eux ne peuvent pas faire ça à nous, eux voulant dire des musulmans déterminés qui n'aiment pas les États-Unis. Eux ne peuvent pas faire ça parce qu'ils ne sont pas capables, ou bien moralement ou techniquement. Et c'est nous qui avons fait ça à nous-mêmes. Et moi, je suis convaincu que justement,
pour la première fois dans l'histoire, des gens venant du tiers-monde ont attaqué des Occidentaux sur leur sol. Pendant 5 siècles avant, ça a été l'inverse. Je ne dis pas que c'est bien, je ne veux pas justifier ça, mais ça c'est une partie de la chute de l'Empire, et de la décolonisation, et de la perte de pouvoir. On n'a plus... c'est comme ça. Je veux dire, on n'a plus les moyens de contrôler ces pays, on s'efforce de les contrôler, et on s'étonne qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais le blowback, c'est-à-dire le retour de manivelle. Il ne faut pas s'étonner. Et donc je pense que les conspirations, outre leur implausibilité, ont le problème, pour moi, d'être rassurantes. Alors moi, je ne veux pas être rassuré, je pense que la situation n'est pas rassurante. Je pense que l'Occident devrait se rendre compte de sa faiblesse. Et tous les discours qui le rendent tout puissant sont illusoires et dangereux. Ici, les lois islamiques sont appliquées à la lettre et la vie quotidienne est marquée par un conservatisme beaucoup plus rigoureux que dans les autres villes iraniennes. Partout, on célèbre les martyrs de l'islam. Les écoles sont dirigées par les ayatollahs. Théologie, mathématiques, histoire et même médecine y sont enseignées avec une approche islamique. Plusieurs écoles sont strictement réservées aux femmes. À Qom, l'éducation est religieuse mais aussi très politisée. Ici, on fustige l'Amérique et sa dépravation morale. Nous voyons que le monde utilise Internet pour répandre son message inutile et matérialiste. Nous, les musulmans, nous pensons que nous sommes dans le juste chemin. Mais nous croyons que l'impérialisme mondial est au bout de son chemin, car il n'a aucun message à proposer à l'humanité. Une large majorité des opinions publiques dans le monde est désormais opposée à la politique des États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui, le soi-disant choc des civilisations, de la civilisation occidentale contre l'islam, n'est rien d'autre qu'un volet de la guerre réelle entre les riches nations occidentales et le reste de l'humanité, qui est de plus en plus pauvre. Et si nous ne faisons pas suffisamment attention, nous risquons dans ce XXIe siècle de faire face à la révolte, au soulèvement de ces pauvres nations contre les riches. Un tel soulèvement nécessite une idéologie. Et certains utilisent l'islam comme une idéologie de révolte contre les nations riches. Et en premier lieu, contre l'une des plus riches, les États-Unis. Il est naturel que le monde haïsse les États-Unis, car l'utilisation de leur puissance n'a pas de limite. Ils sont les plus forts, c'est bien, mais il faut connaître ses limites, même en étant les plus forts, même en étant la seule superpuissance. Ils ne connaissent pas leurs limites, et cela va un jour leur exploser à la figure. Cela ne va pas durer longtemps aussi. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à se conduire de cette façon, je suis persuadé. On voit que la réaction du système est effectivement l'usage de la guerre, de la violence, de la force directe. Jusqu'à quand est-ce qu'on va vers un affrontement général? Partout, les États doivent faire face à un grand prédateur qui vient se nourrir chez eux. Et partout, en tout cas presque partout, on fait semblant de ne pas identifier ce prédateur. Pour me faire bien comprendre, il faut d'abord décrire la manière dont ce prédateur agit chez nous. Et
après les raisons pour lesquelles, ici même, personne ne dresse d'obstacle suffisant. Donc, ce prédateur, je veux dire, le système économique imposé par la classe dirigeante des États-Unis à l'ensemble du monde, ce prédateur a d'abord pris le contrôle de notre monnaie. La spécificité de l'euro est d'être gouverné par une banque centrale tenue par une oligarchie financière et non plus par les États qui ont créé cette monnaie. Dès lors, il a été possible à un moment donné pour l'oligarchie financière des États-Unis de rentrer en symbiose avec cette oligarchie financière européenne et de remettre l'euro à leur service. Non plus dans une idée de parité, mais dans une idée d'utiliser l'euro pour payer la dette extérieure des États-Unis. Donc le projet a complètement changé par rapport à ce qu'il était au début. Mais il a permis d'ores et déjà aux États-Unis de faire payer leur récente guerre par les économies européennes. C'est un système de ponction générale. Donc les États-Unis, s'ils le souhaitent, peuvent mener maintenant d'autres guerres. Le système est ainsi conçu que la facture est immédiatement transmise en Europe. Même si les Européens sont contre les prochaines guerres, c'est eux qui les paieront. Sauf révolution de ce système. Les oligarchies financières qui en Europe ont accepté de jouer ce jeu-là en sont directement rémunérées et n'ont donc pas intérêt à dénoncer ce système. Puisque, en définitive, c'est le consommateur à la base qui paye, c'est pas eux qui sont les victimes de ce système. Donc, ce genre de situation se retrouve un peu partout dans le monde avec d'autres leviers que celui de la monnaie. At the top, the capitalist system has incorporated everybody. Le système capitaliste a, au plus haut niveau, intégré toutes les élites. Les Chinois les plus riches et leurs enfants investissent des milliards de dollars dans les fonds monétaires. L'argent vient d'Amérique, de Taïwan et de Chine. Le système capitaliste, à Delhi, à Pékin ou à Moscou, n'a plus de frontières. Les puissants ne veulent pas changer de système, car si celui-ci s'écroule, tous ces gens sont ruinés. Même l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin, son fils investit dans ce système de fonds monétaires. D'où vient cet argent? C'est la même chose en Russie, en Inde, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique. Le système capitaliste est mondial. En ce qui concerne le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a 5 membres permanents, dont 3 d'entre eux, la Russie, la Chine et la France, ne sont pas d'accord avec la politique menée par les États-Unis. Et je pense qu'une position commune, ferme, de ces 3 États, en tant qu'observateurs pour le respect des principes de prévention de l'agression, aurait là un très grand rôle à jouer pour rétablir l'équilibre. La Russie pourrait, et j'espère qu'elle le fera, prendre des initiatives dans ce sens au sein du Conseil de sécurité. Другая элита в ближайшее будущее и другая политика.
Vous pouvez prendre Napoléon. Napoléon aussi voulait atteindre une domination globale. Il a échoué face à l'Angleterre. Ensuite, c'est l'Angleterre qui s'est mise à poursuivre cette visée hégémonique en affrontant ses rivaux, à savoir l'Allemagne et la Russie. Puis ces deux concurrents se sont combattus mutuellement et se sont affaiblis. Désormais, les États-Unis sont les derniers héritiers de cette visée politique. Ils essayent de s'imposer en morcelant l'Eurasie afin de la contrôler et dominer le monde. Et ils vont tout faire pour morceler la Chine, parce que la Chine est trop grande et aussi trop rusée et trop disciplinée. C'est une trop grande puissance, donc une de leurs cibles. Peut-être aussi l'Inde, je ne sais pas, mais la Chine sera leur prochain objectif de toute manière. Qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre à la Chine? L'atomiser, oui, ça ils peuvent l'atomiser, mais ils vont atomiser la Chine, envahir la Chine, ils ne sont pas capables de contrôler une partie, l'Irak, où l'opposition vient en fait de la minorité sunnite. Je ne dis pas que les chiites sont pour eux, mais ils ont quand même ils ont délégué une partie du pays à des milices chiites qui ne sont pas sous leur contrôle, mais qui ne les attaquent pas directement, au patron en tout cas. Puis dans le reste du pays, ils ne contrôlent rien. Alors, si dans un pays de 24 millions d'habitants, étranglés par 13 ans d'embargo, etc., ils n'arrivent pas à prévaloir, ils vont s'attaquer à la Chine. Le nouvel ordre mondial a commencé avec la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. La vision du père de Bush était qu'après cette guerre, les pays européens, arabes, la Russie, etc., seraient de véritables paillassons, des lavettes. Mais la vision s'est vite désintégrée. L'Europe est à présent plus unie. La Chine est devenue plus forte. La Russie s'en est sortie. Et 20 ans après, le néolibéralisme a produit une opposition plus forte en Amérique latine. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial est une nostalgie. Pendant un moment, dans les années 90, elle représentait le rêve de créer un nouvel ordre mondial sur la base d'engagements militaires, d'invasion, etc. Et cela s'est soldé par un échec dès la première tentative en Irak. À Falloujah, c'est l'intensité de la résistance qui semble avoir surpris les forces de la coalition. Autour, les Irakiens crient d'abord victoire, puis se mettent à lancer des pierres et des cocktails Molotov contre les blindés et les militaires. La tension monte, les premiers coups de feu claquent. Mais ni les bombardements, ni les attaques des chars américains ne semblent pour l'instant en mesure de venir à bout des rebelles retranchés. Les soldats américains qui ont connu l'offensive contre le régime de Saddam prétendent que la résistance rencontrée aujourd'hui est bien plus forte que celle opposée l'année dernière par les troupes de l'ancienne garde républicaine. Avant l'Irak, il y avait tout un agenda politique concernant l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, etc. L'invasion de l'Irak et la résistance de la population ont paralysé le projet de guerre multiple. Les États-Unis sont bloqués, paralysés. La mobilisation des soldats a décliné. Un grand nombre de réservistes est démoralisé. Tout se passe militairement dans le court terme. Ainsi, la résistance irakienne a ouvert une brèche pour l'opposition aux États-Unis. Pourquoi? Alors que la population états-unienne ne se préoccupait pas des 500 000 morts irakiens sous Bill Clinton et Madeleine Albright, cette même population états-unienne réagit maintenant différemment à cause des 2100 soldats états-uniens morts, 15 000 blessés et encore plus de déséquilibrés mentaux. Quand la population états-unienne voit ses programmes sociaux supprimés pour financer la guerre, le prix du pétrole augmenter, elle est contre la guerre et s'oppose à Bush.
Ils ne veulent plus d'un George Bush, grand ordonnateur d'une guerre dévastatrice et coûteuse en Irak. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier dans les rues de Manhattan pour réclamer le retour des soldats au pays. On nous a menti. Nous avons perdu beaucoup de vies humaines, de l'argent et notre honneur. Il est temps de changer de cap. Les images de ces soldats tués au combat ou celles des blessés choquent de plus en plus l'opinion. Le président Bush, lui, préfère se féliciter de l'adoption récente de la constitution irakienne. Pas question de flancher maintenant, le message n'a pas changé depuis le premier jour. Nous considérons notre opposition à la politique états-unienne comme étant une opposition aux manœuvres de l'administration de Washington et non comme une opposition au peuple états-unien. C'est un point de vue que nous partagions avec plus de 60% des citoyens états-uniens. Les derniers sondages aux USA ont montré que plus de 60% des États-Unis sont contre la politique de leur pays dans le monde arabe et surtout dans le Moyen-Orient. Nous ne considérons pas les États-Unis comme un ennemi, mais nous estimons que son administration a pris le mauvais chemin. On commence à entendre les conservateurs traditionnels dire aux États-Unis que le budget est complètement déséquilibré et qu'il faut remettre de l'ordre pour éviter une catastrophe économique. Il y a des divisions dans les institutions parmi les conservateurs. L'opinion politique bascule et le parti démocrate est divisé entre Hillary Clinton, qui est à la droite de Bush. Elle est plus sioniste que Bush. Hillary Clinton soutient davantage la présence de troupes en Irak. Cette aile du Parti démocrate est en danger parce que de nombreux progressistes ne voient pas que cette aile du Parti démocrate est pire que les républicains. Et donc ils vont avoir un problème aussi lors des élections présidentielles, parce qu'il y a des candidats maintenant dans les deux partis, les démocrates et les républicains, Ron Paul du côté républicain et Mike Gravel du côté démocrate, qui sont vraiment anti-guerre. Je ne sais pas comment ils vont se comporter, mais Ron Paul, il a fait un bon début de campagne. Donc c'est un type très à droite au sens qu'il est libertarien, il est contre l'État, etc. Il est vraiment pour un État minimal, mais il est très anti-guerre. Ron Paul, vous êtes peut-être le seul qui soit opposé à la guerre en Irak et à vouloir que les troupes reviennent. Je crois que Reagan avait raison. On ne comprend pas la vie politique au Moyen-Orient car elle est irrationnelle. Nous sommes en train de construire une ambassade en Irak qui est plus grande que le Vatican. Nous construisons 14 bases militaires permanentes. Que dira-t-on si la Chine faisait la même chose ici, dans le golfe du Mexique? Nous devons nous mettre à la place des autres. Que ferions-nous si d'autres agissaient ainsi contre nous? En aucun ouragan Katrina qui dévaste une partie des États-Unis, on se rend compte que le gouvernement n'est pas là pour venir en aide à la population. Au milieu d'immondices qui s'amoncellent. Selon les Nations Unies, 400 000 enfants seraient sans abri depuis le passage de l'ouragan. Pourquoi avoir réagi si tard? Pourquoi le gouvernement américain est-il resté tétanisé face à un ouragan dont la puissance dévastatrice était connue 48 heures à l'avance? Au cours des 3 jours qui ont suivi l'arrivée du cyclone, seule une poignée de bénévoles, de pompiers et de policiers locaux démunis ont tenté de porter secours aux sinistrés et de maintenir l'ordre. Mais le monde entier vient en aide au pays le plus puissant du monde. Le Koweït offre ses barils de pétrole, Cuba un millier de médecins, et l'Afghanistan ou le Bangladesh des dollars. Les États-Unis ont détruit le système préexistant et essayent aujourd'hui par la force, par des moyens militaires et autres, de soumettre tous les autres pays à leur autorité.
Mais d'un autre côté, nous pouvons constater que cette politique se fait au détriment du peuple états-unien. Ce régime policier que les États-Unis essayent d'instaurer de force dans les autres pays, voici qu'il est en train de s'instaurer malgré eux à l'intérieur des États-Unis. Once upon a time, your hometown was safe, but not now. It is possible for a rocket to strike your home, right now, today, right now. And what defense remains? Strength. Car les dirigeants actuels des États-Unis ne sont représentatifs de leur propre population. Et en aucun cas, ils ne cherchent à défendre les intérêts ni de leur population, ni même les intérêts nationaux des États-Unis. Le pire est peut-être à venir. On voit ce genre de situation de manière criante quand, par exemple, il y a le lourd. Ils n'ont pas le pouvoir qu'ils croient avoir. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux, c'est très dangereux. Des gens qui croient qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont pas. Hitler n'a pas le pouvoir qu'il croyait avoir, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent se lancer dans des aventures en croyant qu'ils vont gagner, alors qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de gagner. Mais ça fait quand même une différence. Et je pense qu'il n'y a pas assez de prise de conscience, je pense, en France particulièrement, de la catastrophe dans laquelle les États-Unis sont, des effets que ça induit dans leur société et des changements que ça va apporter nécessairement. On est encore dans l'idée de la toute-puissance américaine. Alors il y a des gens qui l'aiment, disons, grosso modo du côté de Sarkozy et d'une partie du Parti socialiste, et puis il y a des gens qui ne l'aiment pas à l'extrême droite et à l'extrême gauche, il y a des gens qui ne l'aiment pas en gros, hein, puis dans des gaullistes, enfin il y a un peu dans toute la société, il y a des gens qui n'aiment pas cette hégémonie, mais personne n'a l'air de se poser la question, est-ce qu'ils sont si forts qu'ils ne le disent? J'aime les Américains, j'aime leur énergie, j'aime le fait que tout soit possible. On peut partir de bas et monter haut, on peut être haut et descendre très bas. Bref, à entendre Nicolas Sarkozy, il se retrouve un peu sur ce continent, ainsi que dans la façon dont on y décline le mot liberté, celle d'entreprendre et de croire en sa réussite. Comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Le discours de Villepin à l'ONU est une étape historique. C'est une des rares fois où un dirigeant occidental est applaudi par l'ensemble des gens et en fait indirectement par l'ensemble du tiers-monde, parce que les Occidentaux ne sont pas tellement applaudis que ça. Et c'était une occasion de créer en Europe une autre politique vis-à-vis du tiers-monde, une politique ouvertement de coopération, de paix, de fin du colonialisme, fin de revanchisme et tout ça. Et cette occasion a été ratée parce que le discours de Villepin comme de Chirac a été accueilli de façon totalement négative à gauche et à l'extrême gauche en France. Il n'y a pas eu du tout de soutien populaire vis-à-vis de cette chose. Et puis après, eux-mêmes ont abandonné cette ligne assez vite. Donc ça a été bon, eux-mêmes ont dû subir des pressions évidemment à l'intérieur de leur propre parti, et donc où tout le monde n'était pas sur cette ligne-là. Et donc maintenant, avec le courant sarkozyste, le courant gaulliste a été plus ou moins liquidé, mais ça c'est je pense qu'à ce moment-là, il y avait une possibilité de vraiment dire une fois pour toutes, nous on n'est pas avec les Américains, on n'est pas d'accord avec leur vision du monde, on est pour un monde multipolaire, on est pour le droit international, on est pour l'ONU, etc., etc., quoi. Ça c'est une occasion manquée. Hein. Ça nous montre quoi? Ça nous montre simplement que nous ne sommes pas dignes de l'idéal démocratique dont nous nous réclamons. Ça veut dire que nous disons tous les jours que les pays européens sont des démocraties, mais que nous ne nous investissons pas suffisamment pour que ce soit vrai. Quand on est riche comme nous en Europe, nous collectivement, on a toujours quelque chose à perdre et on devient très accommodant avec des injustices flagrantes. Je pense que les gens ont la clé dans leurs mains.
Il ne s'agit pas d'être contre les États-Unis, mais contre les gouvernements qui collaborent avec les États-Unis. Si le gouvernement australien ou polonais envoie des soldats en Irak, les populations australiennes et polonaises doivent s'opposer à leur gouvernement et non aux États-Unis. Les peuples doivent lutter contre leur gouvernement. Si les gouvernements cessent de collaborer avec les États-Unis s'affaibliront. Sur le continent latino-américain et le reste de la planète, on voit de plus en plus grandir la participation des peuples afin de résister, se défendre et rejeter cette agression. Notre rôle est de travailler de manière intense pour fortifier ce rôle essentiel des peuples. Concrètement, ça signifie, au moins dans les pays latino-américains, une organisation et une participation populaire plus grande. Ceci est en train de se développer dans plusieurs de nos pays grâce à nos gouvernements. C'est une chose que l'on ne voyait pas depuis longtemps. L'impérialisme nord-américain a déjà échoué dans sa volonté de mettre fin à la révolution cubaine. Eh bien, il échouera de la même façon à tenter de mettre fin à la révolution bolivarienne au Venezuela. Il y a maintenant certaines conditions qu'on n'avait jamais connues et qui sont en relation avec l'entente politique entre différents gouvernements latino-américains. En particulier, le Venezuela de Chavez, le Brésil de Lula, l'Argentine du président Kirchner, l'Uruguay de Tabaré Vázquez et probablement Evo Morales en Bolivie. Ceci permet une synchronie très positive, notamment à travers les ressources économiques. Le revenu pétrolier vénézuélien, qui dépasse les 40 000 millions de dollars annuels, est un élément à ne pas négliger pour réaliser une convergence latino-américaine. À voir ces soldats, on pourrait croire à l'un de ces coups d'État dont l'Amérique du Sud a longtemps été coutumière. En fait, l'armée bolivienne s'installe tout à fait légalement dans une des 53 compagnies gazières ou pétrolières du pays. À partir de maintenant, le pétrole et le gaz sont la propriété du gouvernement bolivien, sous le contrôle du peuple bolivien. C'est la solution aux problèmes économiques et sociaux du pays. Les compagnies étrangères ont à présent 180 jours pour se conformer à la nouvelle loi, à savoir reverser 80% de leurs revenus à l'État. En cas de refus, ces multinationales, dont le français Total, seront tout simplement expulsées. En ce qui concerne les richesses naturelles russes, à savoir le pétrole et le gaz, celles-ci représentent de nos jours une puissante arme politique. Ce genre d'arme peut provoquer des actes d'agression, voire de guerre. C'est pour cela que la Russie est obligée d'utiliser ses ressources pour garantir sa propre sécurité. C'est-à-dire que la Russie doit aussi les utiliser sur les marchés internationaux. Elle doit en livrer à la Chine pour éviter toute pression de ce côté-là, évidemment. De plus, la Russie doit utiliser ce pétrole en Europe pour renforcer également la sécurité du continent européen par une politique de coopération à long terme en matière d'énergie. Mais elle ne doit pas utiliser ses ressources pour mener une politique agressive.
Je pense que c'est comme cela que la Russie agira, à la fois avec ses propres voisins et avec les États-Unis. Il faut donc s'attendre à une diminution des livraisons russes outre-Atlantique et à un élargissement des livraisons vers les pays voisins. C'est ainsi que nous pouvons dire d'une part qu'il y a une volonté d'hégémonie qui repose sur une attitude opportuniste, d'autre part, par rapport à ce que nous pourrions faire dans le monde musulman et dans la région en général pour résoudre ce problème, imposé par un face-à-face avec les États-Unis, je pense que les alliances sont actuellement la meilleure solution. D'ailleurs, les États-Unis, qui demeurent la nation la plus puissante au monde, n'agissent jamais avant d'avoir deux garanties. La première consiste à se référer au Conseil de sécurité des Nations Unies, basé sur des documents juridiques internationaux. Puis en second lieu, les États-Unis s'entourent d'alliés européens, asiatiques, africains, etc., avant de mener n'importe quelle opération. Pour faire face à ces manœuvres, je pense qu'il va falloir que nous aussi, nous nous appuyions sur des outils juridiques et que nous coopérions avec des organisations internationales telles l'ONU, la Ligue arabe, l'Organisation de la Conférence islamique, etc. Il nous faudra également établir des alliances avec les autres puissances mondiales. La Russie et la Chine ont conclu un partenariat stratégique. C'est la première fois depuis 50 ans, depuis 1958, que les deux pays organisent des manœuvres militaires communes. Et comme vous le savez, la Chine a investi près de 100 milliards de dollars en Iran. Les intérêts de la Chine et de la Russie en Iran sont tels que Russes et Chinois signalent qu'ils sont en mesure de défier les États-Unis. Entrer aujourd'hui en compétition avec la Chine est suicidaire. La Chine soutient l'énorme déficit extérieur des États-Unis. Si la Chine vend les bons du Trésor US qu'elle détient, l'économie états-unienne s'écroule. Par conséquent, si avec cette interdépendance, les États-Unis décidaient de déstabiliser ses relations avec la Russie et la Chine, cela aboutirait à son propre affaiblissement. Pour les États-Unis, ce serait une guerre à la Pyrrhus. Le manque de réalisme impérialiste est aujourd'hui très grave. En ce qui concerne la Russie, celle-ci a fait un sérieux pas avec la création de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ce groupe de Shanghai réunit des États dont les ressortissants constituent aujourd'hui la plus grosse partie de la population mondiale. Ces États représentent aussi différentes civilisations. Et il me semble que la Russie, l'Inde et la Chine, l'Iran, autour desquels sont rassemblés encore d'autres États, et encore l'Europe, l'Extrême-Orient ou l'Amérique latine peuvent constituer une alternative à la dictature états-unienne. Et c'est aujourd'hui déjà une réalité. La solution, pour nous, n'est pas d'ordre militaire, elle est réellement d'ordre diplomatique. Mais pour aller jusqu'au bout de cette logique, il nous faut des alliances très vastes qui doivent être appuyées sur les opinions publiques, sans ça elles ne sont pas jouables.
Je crois dans la force du nationalisme. Que l'on soit d'accord ou pas, les sentiments nationalistes sont très forts partout. Et il serait stupide de ne pas le reconnaître. Cela a toujours été l'erreur des penseurs utopiens, des idéologues, comme les communistes, qui ont cru pouvoir changer la nature humaine grâce à un système parfait. Mais même le système le plus parfait ne fonctionne pas, parce que la nature humaine est ce qu'elle est. Et nous devons construire une idée et trouver des solutions pour l'humanité avec la réalité sociale et la nature humaine telles qu'elles sont. L'Europe unifiée doit jouer un rôle important. Mais malheureusement, jusque-là, l'Europe n'assume pas ce rôle. S'il n'y a pas un équilibre des forces, et si les États-Unis, il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre eux sont contre la politique actuelle. Même si leur voix est faible, je suis convaincu qu'à force de sang et de guerre, les gens en auront assez et finiront par se réveiller de ce cauchemar. Je vois pas d'alternative. Je vois pas comment eux peuvent, ça peut, comme on dit en belge, continuer à rester duré. Je vois pas comment ils peuvent maintenir leur pouvoir indéfiniment. Et donc, plus tôt ils s'en vont et le plus doucement ils s'en vont, le mieux ça vaut. Et donc, il faut qu'ils changent. Et on pourrait les aider si on voulait, mais on ne le veut pas. C'est ça le problème principal de notre temps. C'est l'atterrissage en douceur de l'impérialisme, de l'Empire américain. Il se pourrait que ce soit une chute brutale, il se pourrait qu'il y ait une guerre nucléaire, il se pourrait. Et moi, je plaide pour un soft landing, comme on dit, un atterrissage en douceur. C'est pas très révolutionnaire, c'est pas très radical, c'est eux qui sont radicaux, pas moi. Je pense qu'on sera obligé de changer de direction, parce que nous serons dépassés par les événements, indépendamment de la politique de George Bush, des États-Unis, de la Russie, de la Chine ou de n'importe quel pays. La Terre nous envoie des signes comme quoi le système capitaliste actuel va tout droit à la destruction de la planète. Quiconque va dans le nord de la Chine, par exemple, se rend compte qu'avec le développement industriel, on ne peut plus voir le ciel à cause de la pollution. Si la Chine persiste à atteindre le niveau de développement européen ou états-unien, si l'Inde limite, comme elle en a l'intention, il nous faudra 4 planètes comme la Terre. Nous, les Latino-Américains, ne voulons pas parvenir au premier monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est possible qu'avec une petite partie de l'humanité, tandis que la grande majorité est marginalisée et n'a pas un accès suffisant à la nourriture, à la santé, à l'éducation, au logement. Pour chaque pays, nous devons chercher avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'imagination et de sagesse, notre propre modèle. Personne ne peut dire lequel, mais on ne veut pas que ce soit celui-ci, ni pire, mais meilleur.
diabolise. Or, la diabolisation, à mon avis, n'a jamais été aussi forte. Donc, c'est une preuve de non-tolérance. D'accord, la tolérance, c'est pas la tolérance avec des gens qui ont les mêmes idées que vous, c'est des gens qui ont des idées opposées. Je voudrais demander à M. Melachoni quel a été l'impact toutefois ils ont fait une autre Voilà, on a compris, s'il vous plaît. I'm sorry that I can only explain my views and my own way. I cannot explain your views in your way. Je suis désolée, mais je ne peux exprimer mes idées que à ma manière. Et je suis désolée, je ne peux pas exprimer mes idées de votre manière. Bon, on n'est pas là pour faire le solutionnisme, on est là pour... Le temps des questions, madame. Et donc, je crois que c'est agression.